invité, j'ai invité Thierry Terret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un expert de ces deux sujets puisque vous êtes historien du sport et vous êtes l'un des premiers universitaires à avoir croisé ces deux notions, le genre et le sport. Vous avez enseigné une vingtaine d'années à l'université de Lyon 1. Vous avez dirigé l'ouvrage Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle, qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et puis vous aussi, vous avez dirigé 4 énormes volumes de sport et genre qui sont parus chez l'Harmattan. En ce moment, vous n'enseignez plus puisque vous êtes délégué ministériel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Mais vous avez commencé votre carrière comme professeur d'EPS. Et ça tombe bien parce qu'on fabrique ce podcast du sport avec le SNEP, le Syndicat National de l'Éducation Physique, donc le Syndicat National des profs d'EPS. Alors pendant cette petite demi-heure, on va essayer de déconstruire ensemble cette évidence. Pourquoi le sport, c'est un truc d'homme ? On va aussi se poser la question du rôle que joue le sport dans la construction des masculinités contemporaines. Pourquoi le lecteur type de l'équipe, c'est un homme ? 80% des lecteurs de l'équipe, ce sont des lecteurs, ce sont des hommes. Pourquoi ceux qui commentent les matchs sportifs sont aussi des hommes ? Pourquoi un footballeur professionnel gagne 12 000 euros par mois en moyenne, alors qu'une footballeuse professionnelle gagne 3 500 euros par mois ? Pourquoi, partout dans le sport, ceux qui le pratiquent, ceux qui le regardent, ceux qui gagnent de l'argent avec, ceux qui le dirigent, ceux qui l'enseignent, sont dans leur grande majorité des hommes. Vous me direz, quelle importance ? Le sport, c'est quand même une création humaine, une création culturelle qui prend énormément de place. Et aussi, ça joue un grand rôle quand même dans le bien-être physique, la santé physique. Enfin, on va pas refaire ici la liste des bienfaits du sport, mais enfin, c'est quand même une question légitime à se poser. Pourquoi un domaine si important de la vie est entièrement dominé par les hommes ? Aujourd'hui, pour faire un petit tableau de la situation, on sait qu'il y a certaines activités sportives qui sont mixtes, comme la natation, la marche à pied, mais il y a des sports qui sont très majoritairement masculins. Par exemple, les sports de raquettes sont en majorité pratiqués par des hommes, et ça, je parle au niveau tant amateur que de haut niveau, ou les sports collectifs, par exemple. 4 pratiquants de sports collectifs sur 5 sont des hommes. Donc le foot, le basket, le volley, le hand, tout ça, c'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? L'histoire montre que ces activités, celles que vous venez d'évoquer, sont des inventions masculines. Pensez à un moment où les hommes dominent tous les secteurs de la société et où, assez naturellement, quand on crée une institution, elle se fait pour permettre à la sociabilité masculine de s'épanouir. Donc le sport, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est une affaire d'hommes, pensée pour les hommes et par les hommes. Et quand bien même les décennies qui suivent vont réduire les différences entre les hommes et les femmes, ces choix des origines perdurent toujours. Pourquoi ? Parce que le sport, par essence, c'est d'abord le spectacle. Or, dans les représentations les plus ancrées historiquement, la femme doit être cachée, elle doit être invisible. L'homme est dans le monde de la visibilité, la femme dans celui de l'invisibilité. Et d'ailleurs, les premières activités physiques autorisées pour les femmes, ce sont des activités dans lesquelles elles ne sont pas vues. En aérostation, en alpinisme, donc elles sont très très loin, ou en milieu clos. Donc elles ne doivent pas être regardées. Elles ne doivent pas être présentées, mises en spectacle. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui encore, d'ailleurs, qu'il y a davantage de femmes qui pratiquent des activités sportives d'intérieur et d'hommes qui pratiquent des activités sportives d'extérieur. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le sport, par essence, c'est la compétition. Il existe certes d'autres modalités, mais c'est la compétition. Or, la compétition, comme la guerre, c'est l'opposition, c'est éventuellement des dérives vers la violence, toutes choses qui sont connotées du point de vue de le masculin, la virilité. Et dès lors, le sport qui naît sur la base de la compétition ne peut être que masculin. Encore aujourd'hui, la preuve en est que les modalités les moins compétitives sont beaucoup plus féminines et inversement. Il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui participent à des compétitions. Tous les chiffres que je cite là sont issus de la dernière enquête INSEE sur le sujet de 2017. Et quand on a demandé pourquoi, il y a 6 personnes sur 10 qui ont considéré que c'était pas parce que les filles manquaient de capacité ou qu'elles n'avaient pas de goût pour la compétition, mais aussi parce qu'on ne les encourageait pas à participer à des compétitions. Et plus les gens vieillissent et moins les femmes participent aux compétitions, en fait. Plus les compétiteurs sont des hommes, plus c'est masculin. Oui, il y a des tendances fortes. Le fait de pratiquer en compétition diminue avec l'âge, qu'il s'agisse d'hommes ou qu'il s'agisse de femmes. Mais on part d'une situation qui est différente au départ. Les hommes pratiquent davantage en compétition et les femmes davantage dans des modalités qui relèvent de la collégialité. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire dans un entre-soi, pour des motivations qui relèvent davantage du bien-être, par exemple. Ah oui, ça aussi, c'était frappant dans l'étude INSEE. Il y avait 21% des hommes qui déclaraient exercer une activité sportive pour dépasser leurs limites. Et seulement 11% des femmes qui disaient que c'était pour dépasser leurs limites. Et en revanche, il y a 24% des femmes qui disent que c'est pour perdre du poids. Oui, cette association entre le dépassement et la pratique physique, mais dans tous les domaines, on retrouve cela, est construit historiquement comme étant en lien avec les hommes, ou je dirais avec l'homme, c'est-à-dire avec un grand H, puisqu'on est sur de l'imaginaire. De l'idéal. Voilà. Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent renvoie à ce que Connell appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire une position dominante qui n'est pas la seule définition que l'on peut avoir de la masculinité. Il existe en fait des masculinités. Oui, c'est ça que moi, on parle toujours dans ce podcast des masculinités, mais c'est toujours bon de rappeler quand même ce cadre théorique-là. Exactement. Donc, on parle de masculinité hégémonique en opposition à d'autres formes de masculinité. Oui. Cette masculinité, les masculinités sont un ensemble à la fois psychologique, social et historique, de signes, de pratiques, de symboles, de discours, d'institutions. Et la masculinité qui, à un moment donné, se présente comme dominante, c'est celle que Connell appelle la masculinité hégémonique. C'est d'une certaine manière celle qui devient l'idéal vers lequel on doit tendre. Et il faut quand même préciser que là, il y a une rediscussion de ce qu'est la masculinité hégémonique. Enfin, à savoir qu'elle n'a jamais été définie de façon rigide. La masculinité hégémonique, c'est telle caractéristique, mais que ça change en fonction du contexte historique, du contexte sociologique, du pays, etc. Donc, c'est pas figé ce qu'est la masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique n'est absolument pas figée, comme vous l'indiquez. Elle évolue dans l'espace et dans le temps. Ceci étant, un point aussi, on a souvent tendance dans les études à opposer la masculinité hégémonique avec les féminités. Or, en tant qu'idéal de la masculinité hégémonique est aussi un concept par lequel tous les hommes doivent se positionner. Dit autrement, cette masculinité hégémonique amène aussi l'ensemble des hommes à se positionner et à adopter des comportements, des pratiques, des modes de pensée qui sont plus ou moins éloignés de cet idéal. Tout comme les femmes, il y a de ce point de vue aussi des victimes masculines de la masculinité hégémonique. Et donc, on tourne là, dans cette première partie, autour de pourquoi le sport, ça reste un bastion masculin. Donc, vous citiez plusieurs raisons. Oui, alors des raisons historiques, culturelles et institutionnelles. Et puis, il y a toutes ces raisons plus symboliques, toutes ces associations qui font qu'on décrypte une pratique à l'aune de catégorisation. Et dans ces catégorisations, notre rapport à l'autre, notre rapport au monde est organisé de façon binaire, le masculin, le féminin. Et de ce point de vue, lorsque on observe une pratique ou un comportement et qu'on décèle, par exemple, des indices de violence, on l'associe, dans nos sociétés en tout cas, à quelque chose de masculin. Or, la pratique sportive, elle se définit par son essence, par le dépassement qui peut aller jusqu'à la violence. Je pense aux blessures, je pense d'une façon indirecte au dopage, ou les violences envers l'autre, et on pense à ici toutes les formes de discrimination. De ce point de vue, le sport, d'une façon un peu essentielle, renvoie au masculin. Et puis, d'autres travaux qui ont travaillé sur les indicateurs de la masculinité ont mis en évidence que dès lors qu'il y a maîtrise technique et technologique, qu'il y a résistance à la douleur, qu'il y a intelligence tactique, la lecture que l'on fait de ce que l'on observe, spontanément, est une association avec le masculin. Or, le sport renvoie à cela. Les études qu'on a pu mener sur les images ou la mise en image du sport, de même que les études qui ont été faites sur le vocabulaire utilisé pour commenter le sport, montrent toutes ces associations entre certaines qualités et les sportifs. On ne trouve pas du tout cet univers sémantique lorsqu'on parle des sportives. Et c'est à force de rabâcher ces associations qu'elles s'ancrent dans les psychologies et dès le plus jeune âge. À l'école maternelle, on est d'ores et déjà dans un univers où la violence physique est renvoyée du côté des garçons, où le centre de la cour de récréation est un quasiment tout l'espace de la cour de récréation est occupé par les garçons. Voilà, les filles ou les fillettes en l'occurrence sont envoyées aux marges, au bord. À la périphérie, ouais. Tout comme dans l'enceinte sportive. Tout comme dans la société. Tout comme aussi, en effet, dans la société. Bon, même si c'est en train de changer. À quel moment est-ce qu'on construit cette relation entre les deux, donc entre la masculinité et le sport, dans la vie des individus ? Quand est-ce que ça commence ?
La construction de la masculinité et de la féminité démarre dès le plus jeune âge dans la structure familiale, dans la prime socialisation, dans bien sûr l'espace scolaire. Donc quand on est bébé, en fait. Dès lors qu'il y a relation à un individu, puisqu'il est marqué dans son genre, et dès lors qu'il y a les premières étapes de socialisation, alors se joue la construction identitaire de la personne et son mode, enfin la façon dont il lit le monde et l'activité physique des personnes. Très vite, vous le savez, avant même l'adolescence, le rapport genré à l'autre se construit également. Tout ça ne se joue pas simplement à l'adolescence. Ah oui, on sait que ça joue dans l'enfance, oui, clairement. Absolument. Ouais. Or, le sport est un espace et une institution binaire. C'est une des activités qui demeure dans le monde totalement organisée en catégories sexuées. Il y a des courses pour les hommes, il y a des courses pour les femmes. Il y a certes certaines épreuves mixtes, mais elles sont en minorité. Et tout l'espace scolaire, tout l'espace sportif, est organisé ainsi. Personne n'a jamais imaginé, par exemple, construire des vestiaires mixtes. Pourquoi ? Parce que on est sur la conviction que l'hétérosexualité est la norme. Et donc ça commence, vous le disiez aussi, très jeune, à l'école, dans la cour de récréation, où par exemple les garçons occupent l'essentiel de la cour de récréation en jouant au foot. Je pense à cette super étude qui est disponible, je lui mettrai les références sur le site, qui s'appelle « Dans la cour de l'école, pratiques sportives et modèles de masculinité », où 2 anthropologues ont observé les attitudes des petits garçons face au football, où elles observent que même au sein du groupe de garçons se construisent déjà différents rapports à la masculinité en fonction de leur relation au sport. Ceux qui adorent jouer au foot et qui sont bons au foot, ceux qui pratiquent des activités sportives en dehors de l'école, qui sont issus de classes plus favorisées, donc qui jouent au tennis ou des choses comme ça, et puis les garçons exclus du groupe des garçons parce qu'ils ont des jeux de bébé ou parce qu'ils jouent avec les filles. Cette étude reprend des modalités intellectuelles qui ont été installées aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, avec de nombreuses études sur ce qui se passe dans l'école, à la fois dans le gymnase et dans les cours de récréation, voire dans les salles de classe. Comment, finalement, se génèrent des formes de domination des uns sur les autres. Alors, en général, c'est des garçons vers les filles, mais c'est aussi des garçons sur les garçons, et qui sont faites de façon tellement précoce qu'elles paraissent naturelles aussi. Qu'elles paraissent à la fois naturelles et qu'elles sont surtout enracinées pour des vies entières. Donc ce sont des travaux nord-américains des années 80 qui ont montré comment cette domination produit une souffrance énorme pour ceux qui sont les plus éloignés des normes en gros de la masculinité hégémonique, et une souffrance qui touche la plupart des jeunes filles parce qu'elles sont, même si ça date d'une trentaine d'années maintenant, parce qu'elles étaient réduites à des positions spatiales et comportementales qui sont celles de la marginalité. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a un tas de compétences physiques, par exemple, que les petites filles ne sont pas encouragées à développer. Jouer au football, savoir manipuler correctement un ballon, savoir faire des tas de choses avec son corps, elles sont quand même privées de ça si les garçons occupent tout l'espace. Oui, le rapport à l'espace joue beaucoup. L'environnement médiatique est aussi un facteur clé, parce que à la radio, à la télévision, dans la presse, vous le disiez tout à l'heure dans les chiffres, l'activité physique est présentée, est affichée comme quelque chose qui relève plutôt du masculin, alors qu'on le sait, les femmes pratiquent autant en pourcentage que les hommes. On est à peu près... Ah ouais, légèrement moins, mais... Voilà, on doit être à 15 millions pour les femmes et 16 millions pour les hommes, toutes modalités confondues. Par contre, la présence des femmes dans les médias, elle est aujourd'hui entre 16 et 20%. C'est ça. 20% du volume horaire des retransmissions sportives télévisées en 2016, selon le CSA, concernant le sport féminin. C'est ça, ce sont les derniers chiffres du CSA. On était à 7% il y a 5 ans. Donc on voit qu'on part de loin, on perçoit bien qu'il y a une progression, mais on voit aussi que cette progression, elle laisse des marges de manœuvre très importantes. Ceci étant, 20%, quand vous discutez avec les journalistes, ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas conscience qu'un tel écart existe. Moi, je l'analyse comme tout le travail de conviction, de persuasion, de prise de conscience qui a été réalisé depuis quelques années, y compris au niveau politique. Cette prise de conscience produit aujourd'hui des effets. On a beaucoup moins de discrimination dans le vocabulaire. Il existe encore, tout cela existe encore, mais c'est beaucoup moins présent, peut-être plus sournois aussi, que ça ne l'était il y a quelques années. Alors, c'est vrai, mais il y en a quand même encore. J'aimerais vous faire entendre un petit florilège de propos qui ont été tenus ces 2 dernières années à la télévision française.
Faut-il réaffirmer la masculinité? Beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Foiré. Suspendu pour 2 mois pour avoir traité le joueur d'Auxerre Benoît Pedretti de petite tarlouse. Et bien samedi soir, après la défaite de Monaco à Valenciennes 3-1, Guy Lacombe a expliqué la contre-performance de ses joueurs en faisant un parallèle avec le patinage. Et il a dérapé, Jean-Michel Rascol. Oui, propos déplacés mais réfléchis, prononcés en conférence de presse et non pas dans l'excitation entre 2 portes de vestiaire. Moi j'ai trouvé que certains faisaient du patinage artistique ce soir. À votre avis, c'est un sport de quoi? Je crois que l'homme aime bien justement mesurer sa force et puis s'en servir, l'utiliser. C'est honteux. Voilà, si je continue, je sens que je vais taper sur la table. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thierry Terray? Oui, bon, on voit ici s'exprimer tous les stéréotypes, tous les poncifs que l'on connaît dans le monde du sport. Oui, il en demeure évidemment, et il en demeure d'autant que tout le monde n'a pas conscience des efforts à faire pour aller vers davantage d'égalité, d'égale dignité, quel que soit le sexe de la personne. Oui, je le disais, il y a des progrès, mais on est encore loin d'un traitement égal des hommes et des femmes. Et pour rester sur les hommes, on est évidemment très très loin d'un traitement égal des hommes au regard de l'écart à la masculinité hégémonique. Les jeux gays, par exemple, sont quasiment pas retransmis, ne font l'objet d'aucun article de fond ou très peu. Et quand on compare avec les Jeux olympiques ou paralympiques, on voit là encore un monde existe entre les deux. Est-ce que le sport ne servirait pas à montrer que la domination masculine est naturelle ? Oui, bien évidemment. Et cela passe par la reconnaissance de l'excellence par la force, mais pas seulement. Par le courage, l'abnégation, la résistance à la douleur. Il suffit de voir comment les commentaires journalistiques se focalisent lors du Tour de France, par exemple, sur l'effort. On n'a pas un tel discours lorsque des sportives. Tout cela installe une conviction, celle que le sport, dans ses formes d'excellence, c'est fait pour les hommes. Parce que tout ce dont on a besoin pour réussir dans le sport, c'est tout ce qui permet à un homme de s'affirmer en tant que tel. Oui, donc le courage, l'abnégation, le dépassement de soi, etc. L'hypersexualité aussi en fait partie. Pour revenir sur les exploits des uns et des autres, ces exploits dans la presse, dans les médias, ne sont pas que dans les stades. Quand on creuse un petit peu, dès lors que les journalistes partent sur la vie privée des sportifs et des sportives, eh bien les sportifs sont très très souvent présentés comme ayant des comportements hypersexués, multipliant les conquêtes. Oui, et c'est très valorisé. C'est en effet valorisé. Il y a la pratique sportive en elle-même, où se joue l'apprentissage d'une certaine forme de masculinité hégémonique. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques autour de la pratique sportive. Donc, comment on se comporte dans les vestiaires, au bar, après un match, etc. Quel rôle joue tout ce qu'il y a autour du sport dans la construction de la masculinité hégémonique ? Alors, il y a en effet tout ce qui relève en gros de la performance, et puis tout ce que l'institution sécrète en termes de socialité. On est là sur un concept un peu différent, d'une socialité masculine, d'un entre-soi, qui passe par des rituels ou des comportements qui vont de la troisième mi-temps au chant, dans lequel là aussi on trouve des connotations sexuées triviales. Donc cet ensemble de comportements fait partie de l'univers sportif. Et ce n'est pas quelque chose de contemporain, cela a toujours existé. Dans la masculinité hégémonique, il y a cette dimension d'hypersexualité, donc qui est valorisée, encouragée. Il faut avoir plusieurs partenaires, c'est encouragé, avoir une activité sexuelle importante, mais toujours hétérosexuelle. Bon, c'est quoi les rapports entre la pratique sportive, tant comme pratiquant que spectateur, et la sexualité au sens très large. Ça va de pratiques sexuelles consenties aux violences sexuelles. Est-ce qu'il y a un lien entre le sport et les violences sexuelles ou la prostitution, par exemple ? Ça fait beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces liens entre le sport et la masculinité hégémonique, le sport et la sexualité? Oui, la relation entre sport et sexualité est une évidence. Elle touche évidemment les pratiquants eux-mêmes,
Dans l'après-match, on évoquait tout à l'heure les troisièmes mi-temps. Il faut savoir par exemple qu'à l'occasion des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, les organisateurs distribuent des centaines de milliers de préservatifs parce que c'est une évidence qu'à l'occasion des temps de repos, il va y avoir des comportements qui ne relèvent pas simplement de la détente, ou en tout cas qui relèvent d'un certain type de détente. Et puis cela évidemment concerne aussi les spectateurs. Et de la même manière, lors des Coupes du Monde pour lesquelles récemment des études ont été réalisées, on sait que les violences sexuelles augmentent très significativement avant et après les matchs. Ah bon ? Il y a eu des études, par exemple en Allemagne, lors de la Coupe du Monde. Donc les violences sexuelles augmentent avant et après les matchs. Le rapport à la prostitution augmente très très fortement à l'occasion des Coupes du Monde. Je voudrais qu'on parle des rapports entre donc, le sport et la violence, et notamment entre le sport et l'homophobie. Il y a une étude Ipsos qui a été réalisée la semaine dernière qui montre qu'un quart des Français tient des propos homophobes devant un match de football, genre PD, tarlouse, tapette. Et la proportion monte à 6 Français sur 10 pour ceux qui jouent au football. Alors, l'homophobie, une fois qu'on a dit que c'est un fléau, ça ne suffit pas évidemment. L'homophobie fait partie d'un comportement type du sportif. Pourquoi ? Parce que dans la masculinité hégémonique, on attend d'un individu qu'il repousse ou qu'il domine tous ceux qui sont les plus éloignés de cet idéal. Les femmes et les homosexuels, les gays, constituent d'une certaine manière les miroirs. Des modèles repoussoirs. Des modèles repoussoirs de la masculinité hégémonique. D'où tu joues comme une fille ou t'es une tapette. Quand on dit, quand on jette le discrédit sur quelqu'un, qu'il s'agisse d'un spectateur ou d'un joueur, en l'accusant en jouant sur son orientation sexuelle, on se positionne, on se rapproche plus exactement de la masculinité hégémonique attendue. Et donc c'est un comportement, je ne justifie pas, j'explique simplement qu'il correspond à une forme d'expression qui permet à quelqu'un de se rapprocher de cet idéal et donc de se construire en tant qu'homme dans sa version idéale. Oui, en excluant les autres, en disant je ne suis pas comme toi qui es une femme, toi qui te comportes comme un PD, toi qui joues comme une tapette, comme une fille, etc. Et c'est le même principe organisateur qui amène certains spectateurs à passer à un acte violent en direction des femmes. C'est ce comportement qui vise à repousser ceux qui sont les plus éloignés, parce que c'est une manière de se rapprocher de l'idéal de masculinité hégémonique. D'ailleurs, l'homosexualité, c'est quand même toujours un tabou dans les milieux sportifs, notamment dans le football. Il y a un seul joueur professionnel qui a révélé publiquement son homosexualité pour l'instant. C'est Olivier Rouillet. Il est extrêmement difficile pour un sportif, encore aujourd'hui, de réaliser son coming out. Alors généralement, quand cela se fait, c'est après la carrière. C'est une fois qu'on est sorti du périmètre de l'univers sportif, parce qu'il y a des raisons financières, évidemment, mais aussi psychologiques, qui font qu'il est quasiment impossible pour quelqu'un qui se met en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité, de poursuivre sa carrière dans les mêmes conditions. On reste quand même à un portrait assez sombre de la culture sportive, qui est donc, on a dit que c'était une culture dominée par des critères de la masculinité hégémonique, donc puissance, domination des autres, exclusion, brutalité, agressivité, violence, etc. Est-ce que c'est dans l'essence du sport ou est-ce que le sport pourrait être différent ? Oui, la culture sportive repose historiquement sur la domination masculine et elle l'organise, elle maintient, elle renforce cette domination masculine. Maintenant, encore une fois, la masculinité hégémonique est un idéal. Et il faut comparer cet idéal au réel. Et le réel, il est fait à la fois de formes de discrimination et de domination, et en même temps de pratiques visant l'égale dignité, l'égalité, la reconnaissance, l'altruisme, l'inclusion, y compris au plus haut niveau, dans les mêmes Coupes du Monde et dans les mêmes Jeux Olympiques que ceux que j'évoquais tout à l'heure. Alan Gutman, un auteur américain, a travaillé sur les théories permettant de comprendre l'émergence et le développement du sport. Et pour lui, un des 7 facteurs qui expliquent le sport moderne, c'est une tendance vers davantage d'égalité. C'est-à-dire, ici en termes d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, mais aussi quelles que soient les catégories entre guillemets dans lesquelles on place les individus. Pour lui, on n'est pas encore à l'égalité pour toutes et tous, mais toute l'histoire du mouvement sportif, c'est une tendance vers. Même s'il y a eu à certains moments, contre les femmes ou contre les athlètes de couleur, des temps très forts de discrimination. Il n'empêche que, historiquement,
on tend vers davantage d'égalité. C'est pour ça que, même si mon propos peut être parfois critique, je reste fondamentalement optimiste, parce que sur le long terme, il faut apprécier les progrès considérables qui ont été faits. Et parfois, sur le moyen terme, on évoquait les rapports du CSA, c'est absolument stupéfiant la manière dont, aujourd'hui, le vocabulaire, par exemple, utilisé pour décrire les sportives et les sportifs, a remarquablement changé, et cela sur une période de 4 ou 5 ans. Mais donc vous pensez qu'on peut transformer la culture sportive, qu'elle n'est pas obligée d'être cette culture homophobe, excluante, hyper masculine? Alors c'est très compliqué de modifier comme ça, de but en blanc, la culture sportive, parce qu'elle repose sur des institutions, des règles, il y a des formes de démocratie qui lui sont propres. On est sur quelque chose qui n'est pas local ou national, mais qui relève de l'international. Mais le sport s'est construit sur un modèle binaire. On aurait pu imaginer d'autres choses. Par exemple, en athlétisme, où il y a des épreuves pour les hommes et des épreuves pour les femmes, on aurait pu systématiquement organiser des compétitions à mixte ou sur la base de performances de couple, en ajoutant les performances d'un homme et d'une femme. Par exemple, il y aurait différentes modalités. Mais historiquement, l'institution sportive s'est construite sur une autre modalité. Et remettre en question cela ne peut pas se faire à l'échelle nationale. Il peut y avoir des initiatives, il y a d'ailleurs d'autres modalités de sport inclusif, partagé, et c'est valable pour les individus en situation de handicap, c'est valable aussi pour les individus LGTB. Mais avant que les grandes institutions que sont les fédérations internationales et le comité international olympique changent de modalité, je ne pense pas qu'on puisse y arriver du jour au lendemain. C'est un processus très long et c'est sans doute davantage en jouant sur l'éducation qu'on fera bouger les choses. Alors qu'est-ce que vous préconiserez par exemple? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'éducation, notamment dans l'éducation sportive? Il y a différents leviers. Quand on parle d'éducation, c'est à la fois l'éducation à l'école, et puis familiale, parentale. Le PS a évidemment un rôle extraordinaire à faire. Et je pense que les professeurs de PS sont de mieux en mieux formés à cela. Mais c'est aussi l'éducation de toutes et tous. Et de ce point de vue, les médias ont une responsabilité majeure. Et pour l'instant, il n'y a pas de formation continue des journalistes sportifs à ce genre de choses. Et dans les écoles de journalistes, ce sont des questions qui sont à peine abordées, elles le sont, mais il y a aussi là une très grande marge de travail à réaliser. Est-ce que vous avez des préconisations, par exemple, pour les parents ou les familles, ou pour développer une pratique sportive qui soit moins inégalitaire? C'est très difficile. Moi, quand je propose à mes filles d'aller s'essayer au rugby, j'ai ma femme qui n'est pas tout à fait d'accord. On voit bien que les stéréotypes, les convictions, les certitudes fonctionnent, y compris dans des milieux bien informés. Donc c'est quand même difficile. Et inversement, j'ai déjà proposé à mes fils de s'essayer à la danse, et c'est quelque chose qui spontanément les met en difficulté. De ce point de vue, l'activité physique obligatoire, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive à l'école, joue un rôle irremplaçable. Parce que c'est l'occasion de s'adonner à des activités qui sont connotées, à tort ou à raison, comme masculines ou féminines. Et de ce point de vue, cela permet de s'affronter ou de se confronter plutôt à des expériences qui sont très diverses et qui enrichissent les jeunes à un moment de construction identitaire. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans la manière dont vous vous percevez, dont vous vous comprenez vous-même en tant qu'homme, de travailler autant sur les masculinités? Ce détour un peu intellectuel par les études de genre m'ont permis de comprendre mieux, je crois, comment notre monde est organisé et comment la mise en catégorie des comportements et des individus pèse sur nos manières de penser, surtout si elles sont spontanées. Manifestement, j'en suis encore à un apprentissage, puisque j'ai du mal à répondre à votre question, et j'ai du mal à voir en quoi ça a changé mon comportement. Ça a changé ma manière de comprendre le comportement de certaines femmes et de certains hommes, notamment ceux qui sont les plus à distance de la masculinité hégémonique, et toutes les stratégies que les gays doivent adopter pour survivre dans un environnement hostile, qu'il soit sportif ou autre, mais en l'occurrence ici plutôt dans un espace hostile. Des comportements qui paraissaient peut-être anodins deviennent signifiants désormais. Vous pouvez donner un exemple précis ou... Quelqu'un dont on connaît l'homosexualité, qui utilise l'autodérision dans un vestiaire pour s'en sortir, en fait, pour survivre dans un milieu où il est en situation de vulnérabilité. Pour terminer, Thierry Terray, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander?
Pour une fois, je vais être plus provocateur et je proposerai de regarder à nouveau tous les James Bond. Ok. Tous les James Bond, parce que il faut savoir que les James Bond ont été écrits dans les années 50, au début des années 60. Et c'est une époque, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qui est un peu l'acné de la masculinité hégémonique. C'est, en tout cas, pour la France, c'est quelque chose de très très connu. Et le James Bond, enfin les James Bond successifs, ceux qui ont été mis en lumière par le cinéma par la suite, ont parfaitement repris tous les codes de Ian Fleming. Et cela se traduit par des scènes savoureuses quand on les décrypte du point de vue de la masculinité. Ce comportement de violence maîtrisée, de maîtrise technique, d'hypersexualité. De domination sur les autres hommes et sur les femmes. Et sur, Voilà, tout cela est succulent quand on l'analyse à l'aune du genre. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter le 19e épisode des Couilles sur la table, ce qui était aussi le 5e épisode de Du Sport, 2 podcasts que j'anime et qui sont tous les 2 produits par Binge Audio. Toutes les références, les sources, les statistiques évoquées pendant cette conversation sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site de Binge Audio, www.binge.audio. Si cet épisode a résonné en vous, si ça vous a rappelé de bons ou de moins bons souvenirs sportifs, n'hésitez pas à me les raconter, ça m'intéresse toujours et j'adore vous lire. Vous pouvez m'écrire à lescouillessurlatable.binge.audio ou sinon sur Facebook, sur Twitter et sur SoundCloud. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Binge.